Donc à nouveau, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire des jeudis d'ETI. Donc, dont la thématique aujourd'hui qui va être traitée par mon collègue Quentin Lambert, c'est sur comment activer tous les leviers pour gérer l'ascokytose du pois chiche. Donc, comme je le disais en préambule, vous recevrez bien évidemment les slides de cette présentation accompagnés d'un questionnaire de satisfaction en ligne et d'un lien pour retrouver ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, comment ça va se passer? Quentin va faire sa présentation pendant 30-40 minutes et il répondra ensuite à vos questions que je vous demande de poser au fur et à mesure par la fenêtre de chat qui est à votre disposition en cliquant sur la bulle en bas à droite en bas à gauche de votre écran. Voilà, donc Quentin, je te laisse la parole pour ta présentation. Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Quentin Lambert, moi je suis ingénieur de développement sur la station de Baziège. Donc c'est une station inter-institut qui est proche de Toulouse. Et j'ai comme pour mission, entre autres, celle d'être animateur technique sur cette culture pour l'Institut au niveau national. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur l'ascokytose du pois chiche. Peut-être en amont de cela, recontextualiser la place du pois chiche dans notre institut technique que vous connaissez bien et qui s'occupe historiquement des oléagineux et un peu plus récemment des protéagineux. Il faut savoir que cette organisation historique pour ces cultures, elle est très récente pour le pois chiche et elle est toujours en cours d'organisation, puisque les moyens qui sont alloués à un institut technique pour travailler sur ces cultures passent en grande majorité par la CVO. Donc la CVO, vous connaissez peut-être, hein, c'est une cotisation volontaire qui a été rendue obligatoire par arrêté ministériel et qui nous permet de mettre des moyens en place, et notamment des moyens d'essai, et puis de communiquer nos références techniques au plus grand nombre. Et cette organisation historique, pour le pois chiche, elle n'existe pas. Donc aujourd'hui, Terrinovia travaille sur des fonds propres pour tout ce qu'on va vous présenter, notamment dans le cadre de cette présentation. Voilà, donc c'est une petite introduction qui peut-être, et j'espère que les questions seront nombreuses, mais pour vous expliquer qu'on est au début de l'aventure aujourd'hui et qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses à vous donner aujourd'hui. Par contre, on a toujours des pistes de travail et c'est pour ça que j'attends vraiment à ce que vous écriviez via le chat dès lors qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou peut-être pour aller un peu plus loin. J'hésiterai vraiment pas à y répondre donc à l'issue de cette présentation. Dans ce PowerPoint là, je l'ai séparé en deux. Donc on va commencer d'abord par une petite présentation de la maladie. Voilà, ça me semblait quand même important. Et puis dans un second temps, on viendra vraiment évoquer les différents leviers à activer pour se prémunir de l'ascokytose du pois chiche. Donc, je vous propose dans un premier temps déjà d'évoquer un petit peu les différentes maladies sur le pois chiche quand même, avant de rentrer de plus en moins dans l'ascokytose. Donc, on a des maladies foliaires hein, qui vont apparaître au cours du cycle, l'ascokytose. J'y reviens pas de suite puisque on va avoir largement le temps d'y revenir. C'est une maladie très fréquente en France. Hein. Vous voyez, on l'observe bien en France et elle est très très fréquente. Donc, c'est la dernière colonne à droite. On a ensuite le botrytis qu'on connaît sur bien d'autres cultures, que l'on a observé une fois, on va dire une année depuis le suivi que l'on peut réaliser à l'Institut, une année, et notamment en 2018. 2018 est une année très pluvieuse dans beaucoup de bassins français. Et donc, on la retrouve vraiment avec une fréquence assez minime, finalement. Et enfin, en termes de principales maladies foliaires que l'on retrouve en France, on a le sclérotinia. Donc là encore, hein, on le retrouve sur de nombreux oléoprotéagineux. Et c'est une maladie là qu'on a encore moins retrouvée. On a un cas qui nous a été signalé en France, sur la partie ouest de la France, de sclérotinia sur pois chiche. Ensuite, on a des maladies racinaires.
Donc là, on a une forme spécifique de fusariose, hein, la fusariose Oxysporium ciceris. On a des fonds de semis avec du Pythium, des Rhizoctonia, certaines autres formes de fusarium que l'on retrouve sur d'autres légumineuses à graines. Et enfin, je l'ai noté, bien qu'elle ne touche pas la maladie, hein, vous le voyez à droite, la Phanomyces, donc la Phanomyces que l'on retrouve sur de nombreux protéagineux, voire même sur des légumes secs tels que la lentille. Le pois chiche a la particularité d'être une espèce non hôte ou très résistante, et donc elle n'est pas concernée par la Phanomyces. Comme je vous le disais à l'instant, donc on va se concentrer sur l'ascokytose, et il est bon de rappeler que l'ascokytose du pois chiche, c'est bien une maladie spécifique à la culture. C'est bien l'Ascochyta rabeyi, qui est différente d'ascokytose qu'on peut retrouver sur la févrole, sur le pois ou sur la lentille par exemple. Sur la lentille, c'est Ascochyta lentils. Voilà, c'est pas le même pathogène qui vient toucher ces différentes cultures. Je propose de passer à la seconde diapo. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'ensemble des maladies, on va se concentrer sur les traits verts, donc qui concernent plutôt les maladies. C'est quand est-ce que ces maladies surviennent. Donc les fonds de semis, bien entendu, hein, on va les retrouver à la levée. Ensuite, on a notre ascokytose et notre fusariose. Ce sont des maladies que l'on peut retrouver tout au long du cycle. Donc elles ont des périodes d'observation plus communes, donc c'est quand les traits sont verts pleins, mais on peut retrouver plus tôt dans le cycle, hein, donc là c'est au niveau des traits assurés, et dès la levée finalement on peut retrouver ces deux maladies sur le pois chiche. Et ensuite il y a les deux autres maladies dont on a évoqué tout à l'heure, le botrytis et le sclérotinia, qu'on retrouvera plutôt à partir de début floraison. Donc pour l'ascokytose, ce qu'il y a à retenir, c'est que la maladie peut être présente dès la levée. Alors, quels sont les facteurs favorables aux contaminations et qu'est-ce qui va permettre finalement à la maladie d'être présente dès la levée ou plutôt dès le début de la floraison? Eh bien, ce qu'on note hein, dans les différentes études bibliographiques que l'on a pu faire, c'est que les facteurs favorables aux contaminations, ils sont très larges, notamment au niveau de la gamme de température, puisqu'on a un développement de l'infection qui est possible entre 5 et 30 degrés Celsius. Avec une température optimale d'apparition de la maladie autour des 20 degrés. On note aussi au niveau des températures que la température létale, donc dès lors que la mort finalement du pathogène survient, dès lors que les températures sont supérieures à 30 degrés Celsius. Attention, on va pas, la température seule ne suffit pas finalement à provoquer des infections, c'est bien un couple avec l'humidité. Et là, l'humidité relative, on la retrouve avec un taux moyen d'humidité saturée, c'est-à-dire supérieur à 98% pendant une durée de 7 heures. Finalement, en mots très simples, c'est une pluie avec une humidité dans le couvert qui va rester sur une durée de 7 heures, voire jusqu'à 17 heures, et là à 17 heures on aura une infection sévère. Et en imagé, donc vous voyez la photo en haut, un petit symptôme, et puis si on a ce couple température-humidité qui est respecté, au bout de 4-5 jours, on peut avoir de nouvelles infections sur d'autres organes de la plante ou sur le même organe, sur d'autres feuilles de la plante. Première infection, et puis après, des cycles de contamination secondaire qui sont très rapides en conditions optimales de température et d'humidité. Là, je vous ai montré quelques symptômes, on va les voir plus précisément sur la diapo d'après. Il faut savoir que la nuisibilité potentielle de l'ascokytose du pois chiche, elle peut aller de 70 à 100% du rendement. Donc c'est vraiment la maladie qu'on retrouve le plus fréquemment sur la culture et celle qui peut provoquer potentiellement le plus de pertes de rendement et donc une nuisibilité très forte. D'où l'intérêt aujourd'hui de vous proposer ce petit webinaire
pour que l'on ait vraiment un partage des connaissances et des moyens de s'en prémunir. Donc vous voyez le premier type de symptômes que l'on voyait sur la diapo précédente. Donc ce sont les symptômes sur feuille. Et sur le zoom que l'on voit sur la photo du bas, on voit une tache, une nécrose, avec au centre des pycnides. Et globalement, ce que l'on voit souvent sur le terrain, c'est ce qu'on appelle des ronds concentriques. Donc des ronds d'un diamètre différent les uns dans les autres. Et au centre, des pycnides. Ça, c'est la tache spécifique d'ascochytose que l'on retrouve sur pois chiche. Et vous le voyez sur la photo du haut, là on a différentes nécroses sur différentes folioles d'une feuille. Donc ces symptômes, généralement, ce sont les premiers que l'on retrouve quand on parcourt une parcelle. Ensuite, on a des symptômes sur tige. Donc là, on va avoir, pareil, une nécrose que l'on va retrouver sur tige avec des pycnides. Et une fois que cet symptôme aura encerclé la tige, ça va provoquer une cassure. Et donc là, vous voyez une tige pliée et vous voyez le haut de la tige qui est en train de se dessécher du fait de cette rupture d'alimentation. Et donc, c'est une perte pour la plante. Donc là, on a une nuisibilité déjà qui est plus élevée que le premier type de symptôme sur feuille. Puisque, imaginons que plus haut, on avait eu des fleurs, voire des gousses. Et bien, toutes ces gousses-là, elles seront perdues du fait de cette rupture d'alimentation. Et enfin, on a un troisième type de symptômes sur un autre organe, que sont les gousses et les graines. Là encore, la nuisibilité est importante puisque les nécroses qui sont du même type. Et là, on voit mieux que sur la première photo, les ronds concentriques. Donc les nécroses dans les nécroses avec au centre les petits points. Vous la voyez sur la tache plus du haut de la gousse. Donc, ces taches, elles vont venir en compétition de l'alimentation des graines. Elles vont provoquer une perte du PMG, mais aussi une rupture complète d'alimentation des fois, une perte des graines qui étaient dans la gousse. Voilà, là vous avez les trois types de symptômes. Toujours les mêmes symptômes, toujours ces nécroses avec ces pycnides et ces ronds concentriques. J'indique aussi sur la partie gousse et graines une nuisibilité donc importante et un risque semence. Pourquoi un risque semence? Parce que cette maladie, elle a deux types de conservation et donc de sources d'inoculum primaires pour se conserver pour les campagnes prochaines. Tout d'abord, on a les semences infectées. Et c'est ça toute la particularité de l'ascochytose. C'est cette possibilité pour le pathogène de se conserver sur graines. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que dès lors qu'on avait par exemple des symptômes sur gousse, on pouvait avoir une rupture d'alimentation qui soit telle que les gousses, les graines, elles se dessèchent et finalement on a un avortement. Mais des fois, la maladie va permettre le développement de la graine. Cette graine sera récoltée et elle portera la maladie sur elle. Le pathogène, il se conserve soit sous forme de mycélium, soit sous forme de pycnide, soit sous forme de spore. Et il peut être présent à l'intérieur ou à l'extérieur de la graine. Ensuite, on a les résidus de cultures infectées. Donc là, plus classiquement, comme de nombreuses cultures, c'est-à-dire que les pailles qui vont rester sur le sol post-récolte, eh bien, ils seront porteurs de la maladie. Alors, ces semences infectées, pourquoi ça peut poser problème? Donc là, on va se mettre dans un cas spécifique. Un producteur va semer une semence qui porte des graines contaminées. Cette graine contaminée, vous le voyez avec la flèche qui s'élance, donc on va partir du bas, la semence contaminée, et on va faire le cycle de développement de la plante. Soit la semence est tellement contaminée qu'elle ne va pas lever. Et donc ça, c'est le premier rond que l'on voit, c'est un manque à la levée. Ou alors, la plante, elle va lever, et on va observer
des symptômes avec des pycnides. Là, je reviens à la diapo précédente. C'est les photos que vous avez ici. Donc, vous avez une graine qui est en train de germer et vous voyez toutes les pycnides que l'on voit, c'est tous les points noirs. Et ici, c'est sur du maltagar, hein, c'est en laboratoire. On voit que tout autour de la graine, hein, on a des pycnides qui se développent. Et la troisième photo à droite, c'est un pycnide avec les spores qui sont disséminés à proximité. Et donc, tous les petits points que vous voyez autour, ce sont des spores. Je reviens à la diapo d'après. Donc, vous avez une plante qui lève avec des symptômes. Elle va continuer son cycle, elle va porter quelques symptômes et il va se provoquer des contaminations secondaires. Donc, de la graine et des premières feuilles, ça va monter potentiellement sur les feuilles du haut et on va avoir des contaminations secondaires sur les plantes qui étaient saines au départ et qui se trouvaient autour de cette plante contaminée, ce qui va provoquer des foyers. Ensuite, le vent, la pluie, et c'est la photo qui est représentée en bas, va permettre finalement aux spores d'ascochytose de contaminer des parcelles environnantes et de créer de la même façon des foyers, puisque, on l'a vu tout à l'heure, dès lors qu'on est dans des conditions qui sont optimales pour la maladie, en moins d'une semaine, on peut avoir l'apparition des symptômes et puis, sur 2-3 semaines, de nouveaux symptômes qui apparaissent sur les plantes et qui créent de nouveaux foyers au sein des parcelles. Donc la nuisibilité potentielle, elle est forte dans le temps mais aussi dans l'espace. Je passe maintenant à la diapo d'après. Donc là, qu'on connaît la maladie finalement, on connaît comment elle apparaît, pourquoi elle apparaît, quelles sont les conditions favorables pour la maladie, quels sont les modes de conservation et quels sont les risques dès lors qu'on a la maladie très tôt qui apparaît dans le cycle. Et quel levier peut-on activer à la ferme pour limiter son apparition. Donc là, j'ai repris les différents leviers qu'on va passer assez rapidement et puis on y reviendra slide par slide sur les leviers qui nous paraissent les plus intéressants pour demain. J'ai séparé ce diaporama en deux, avec plutôt des leviers qui sont activables dans des modes de production conventionnels, avec le conventionnel, et puis à droite vous avez plutôt des leviers pour l'agriculture biologique. Vous verrez finalement que la plupart des leviers dont on va parler aujourd'hui, ils sont communs à ces deux modes de production. Donc tout d'abord, pour limiter l'apparition de la maladie, on a le choix de la parcelle, avec le retour d'un pois chiche sur une même parcelle. Tout à l'heure, on a parlé de conservation sur les résidus de culture. Donc dès lors que la maladie peut être présente sur ces résidus de culture, on va éviter de revenir avec un pois chiche. Donc là, vous voyez que sur résidus de culture, la maladie, elle peut se conserver sur 3 ans. Par contre, si vous connaissez un peu la culture, vous savez que l'on ne revient jamais sur la même parcelle avant 5 à 6 ans. Pourquoi? Parce que finalement, par cette pratique-là, on veut se prémunir de l'apparition de la forme spécifique de fusariose du pois chiche, qui est le Fusarium oxysporium ciceris. Et c'est pour ça qu'on va demander d'allonger les rotations, parce que ce pathogène-là, il se conserve seulement dans le sol, et il a une capacité à se conserver dans le sol plus longue que la scochytose. Ensuite, on a l'origine de la semence. Donc là, aujourd'hui, on va demander l'utilisation de semences saines, et ça peut passer par l'utilisation de semences certifiées. On y reviendra. On a le choix de la variété. Donc là, on va évoquer tout ce qui va être tolérance, résistance. On va voir si on peut s'appuyer sur ce levier-là. Ensuite, on a des leviers plutôt de pratique culturelle, tels que la date de semis, la profondeur de semis. Les traitements de semences. Donc, il en existe. En bio, il en existe moins, on y reviendra. Aujourd'hui, il n'en existe pas. La lutte de biocontrôle, la lutte plus classique fongicide, et puis le travail du sol post-récolte. Vous voyez sur cette slide-là, on a essayé
de répartir finalement sur les leviers qui sont dès aujourd'hui activables, ceux qui seront activables à moyen terme et ceux qui sont insuffisants. On va donc commencer par la provenance de la semence. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour le producteur d'utiliser de la semence certifiée? Perinovia, vous l'avez sans doute vu dans nos communications sur le pois chiche. Aujourd'hui, on le propose, on soutient finalement l'utilisation de semences certifiées pour la culture du pois chiche. Pourquoi? Tout d'abord parce que cette production de semences de pois chiche, donc par les organisateurs, pour les organismes multiplicateurs, elle se fait dans des zones bien spécifiques du territoire, notamment du sud de la France, avec des pédoclimats qui sont moins favorables à avoir ces conditions d'humidité très élevée et de température dans les phases sensibles du pois chiche. Ensuite, on a un itinéraire technique qui est particulier, avec un suivi très pointu des cultures et qui permet finalement de revenir avec de la protection au champ, des luttes au champ telles que par exemple les luttes fongicides, pour limiter l'apparition de la maladie dès les premiers symptômes. Ensuite, dès lors que l'on a ces symptômes sur ces parcelles, les organismes ont la capacité de définir des zones de non-conformité et de déclassement des parties de parcelles qui sont infectées. Ensuite aussi, il y a des méthodes de triage et de conservation des graines qui sont optimales et des analyses sur graines qui sont réalisées pour, là encore, déclasser des lots qui auraient pu être récoltés et qui seraient porteuses de la maladie. Ces analyses, ce sont des analyses laboratoire. Ensuite, il y a une approche filière, puisque aujourd'hui le pois chiche, ce sont souvent des cultures qui bénéficient d'un contrat de production avec un organisme stockeur qui, dans ce contrat de production, propose un prix de reprise de la graine contre différentes règles édictées sur ce contrat, telles que l'implantation d'une variété très précise qui viendra répondre à des objectifs, notamment peut-être de transformation, et donc souvent qui est lié avec quelques variétés. Tout cela, malheureusement, ça vient en compétition avec le coût du poste semence, qui peut être malheureusement très élevé, et c'est aujourd'hui le coût, le poste qui a le coût le plus élevé en pois chiche. Je vous ai parlé d'analyse sur graines de la contamination. Tout d'abord, un petit rappel. Donc on a différentes localisations possibles sur la graine, on l'a vu tout à l'heure. Donc soit on a les spores qui sont à l'extérieur de la semence, soit on a une forme de contamination qui est sous forme de pycnide dans les téguments, à l'intérieur de la graine, et ou le mycélium qui peut être soit à l'extérieur de la graine ou à sa surface. La méthode aujourd'hui qui est proposée par le GMS, qui est une détection sur Maltalgar, je vous en ai fait un petit extrait de la méthode. Elle va, dès lors que vous l'envoyez un lot à analyser, elle va le désinfecter avec une solution d'hypochlorite de sodium pendant une durée qui est de 10 minutes. Cette désinfection, elle a pour objectif de nettoyer tous les pathogènes qui pourraient se trouver autour de la graine, notamment les pathogènes saprophytes, tout ce qui va être botrytis ou autre, et qui pourrait gêner la lecture de l'analyse. Puisque ces graines, après, elles vont être mises en émergence, et vous le voyez sur la photo là, et si on avait ce type de pathogène autour de la graine, eh bien, on aurait un développement tel de pathogènes, de différents champignons que l'on ne pourrait pas lire, on ne pourrait pas savoir si c'est bien de l'ascophytose ou si c'est un autre champignon. Donc, cette désinfection, elle est nécessaire au test.
Et pourtant, elle va venir potentiellement aussi désinfecter une partie de la contamination d'ascochytose. Donc, dès lors que l'on utilise par exemple des semences de la récolte précédente et qu'on voudrait ressemer et qu'on se dit je vais faire une analyse, ce qui est déjà en soi très bien, malheureusement aujourd'hui, ce test, il n'est pas forcément suffisant à lui seul parce que si on avait une conservation du pathogène seulement autour de la graine, avec cette désinfection, on perdrait une partie de l'information de la contamination. Dès lors que l'on a le champignon qui est à l'intérieur de la graine, là par contre, le test marche très bien, l'analyse marche très bien. Donc, cette durée du test, elle dure 7 jours et elle s'effectue sur 400 graines. Et le résultat, c'est un pourcentage de semences qui portent la maladie et donc qui sont contaminées. Heureusement, aujourd'hui, on a une méthode, le GVS est en train de développer une nouvelle méthode pour la détection d'ascochytose sur pois chiches, notamment via des analyses moléculaires. Quentin ? Oui. Pour info, il te reste une grosse dizaine de minutes. C'est parfait, je serai dedans. J'avais tablé sur 30 minutes, mais je serai plus sur 40. Ensuite, on a le choix de la variété, et notamment l'approche génétique de tolérance et de résistance. Donc aujourd'hui, Terrinovia propose une synthèse variétale qui s'appuie sur des essais qui sont menés dans les stations Terrinovia, mais aussi beaucoup chez des partenaires qui développent le pois chiche, et j'en profite pour les remercier. Donc une première synthèse a été publiée l'année dernière, en 2019, avec un regroupement national. Donc on a différents critères de choix de variété. Le type de graines. Vous savez qu'on a différents types de graines, les types DAISY, qui sont plutôt des graines qui sont colorées, qui vont du noir au vert, en passant par l'orange et rouge, et des types Kabuli, plus classiques, que l'on retrouve classiquement dans beaucoup de plats que vous devez connaître, qui est le pois chiche blanc crème, très classique. On a la performance des variétés, comme notre choix de pois chiche, donc ça va être finalement le rendement. Et puis on a des critères qualité que peuvent être le calibre du pois chiche et le PMG qui sont très fortement demandés par les acheteurs. Nous on a aussi intégré d'autres critères, notamment des critères environnementaux qui sont la précocité à floraison, la hauteur à la récolte, le taux de protéines, qui peut être également un critère de qualité qui pourrait être demandé. Ce qu'on voit aujourd'hui finalement dans les variétés qui ont été testées par Terrinovia sur les 2 années que sont la campagne 2018 et la campagne 2019, c'est qu'on a peu de différence sur tous ces critères, précocité, hauteur et protéines. Alors je vous parlais tout à l'heure de génétique et de tolérance. Aujourd'hui, dans la synthèse variétale, vous ne retrouverez pas ce critère-là. Parce que finalement, il faut 2 étapes pour qu'on arrive à avoir ce critère. Mais tout d'abord, il faut que des semenciers proposent aux producteurs des variétés qui aient un gain sur ce critère ascochytose. Avoir une communication qui dit que telle variété a un meilleur comportement vis-à-vis de l'ascochytose que telle autre. Dès lors que l'on aura des semenciers qui commenceront à inscrire des variétés telles que avec ce critère-là, on mettra en place un réseau d'essais spécifique pour venir classer les variétés en fonction de leur sensibilité. Et on pourra arriver, c'est un tableau que j'ai repris sur une autre culture, alors on n'arrivera très certainement pas à de la résistance, ça paraît difficile, mais on pourra arriver avec des variétés très peu sensibles, moyennement sensibles, qui aideront au choix de la variété par les producteurs. Il faut savoir que aujourd'hui, on sait qu'on a différentes races d'ascochytose à travers le monde. On ne sait pas s'il y en a des différences en France, mais on a une certaine diversité de races d'ascochytose qui touchent le pois chiche dans le monde. Donc ça, c'est un frein malheureusement supplémentaire, puisque dès lors qu'on a différentes races, on peut avoir des contournements de résistance et de tolérance plus faciles par la maladie. Là, je vous ai montré, je voulais vous montrer une photo qui a été prise dans le sud-ouest. Donc ça, c'est sur un essai.
Et vous voyez très facilement, hein, donc c'est un essai à répétition, on a différents blocs, donc vous voyez le premier bloc, le deuxième bloc et le troisième bloc derrière, et vous voyez très facilement une variété qui était sensible, là on peut se le dire, hein, très sensible à la scokytose, et qui a complètement cramé, excusez-moi du mot, hein, mais voilà, qui est complètement, tous les pieds ont eu une sénescence très rapide, et on retrouve cette variété sur les 3 blocs que l'on avait dans cet essai. Pour vous dire en fait, grâce à cette photo, que toutes les variétés qui sont très sensibles à la maladie, elles ne sont pas mises sur le marché et elles ne sont pas proposées. Aujourd'hui, certes, dès lors qu'on se balade dans des pois chiches, on voit de la scokytose, mais tout ce qui est trop sensible, elle n'arrive pas jusqu'à la commercialisation des variétés. Donc, on n'est pas aujourd'hui à l'optimum, mais il y a beaucoup de choses qui ne sortent même pas parce que trop sensibles. Je passe très rapidement là-dessus, on y reviendra peut-être s'il y a des questions. C'est une slide qui vous proposait l'organisation du pois chiche au sein du CTPS pour l'inscription des variétés. Mais je préfère qu'on finisse dans les temps, et si jamais il y a besoin, je reviendrai sur cette slide. Ensuite, on avait la date et la profondeur de semis. Donc ça, ce sont des stratégies d'évitement de la maladie ou d'atténuation de la maladie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, et ce qu'on propose nous comme conseil, c'est qu'on a des différences de date de semis au sein du territoire. Alors, les différences de semis, elles sont très marquées sur le sud-est de la France. Donc vous voyez un peu cette auréole là qui entoure la mer Méditerranée, où on a des semis très précoces au 15 décembre. Et puis, on a une majorité des semis qui sont effectués entre le 15 février et le 15 mars. Alors pourquoi cette plage de semis? Eh bien en fait, c'est un équilibre entre 2 choses. En début de cycle, éviter des périodes qui soient trop favorables aux fontes de semis, à la scokytose, mais aussi au gel juste à la levée. Et puis en fin de cycle, c'est d'éviter des périodes qui soient trop propices aux ravageurs, l'héliotis dans le sud-ouest de la France, et voire dans l'ouest jusqu'en Charente-Maritime, et tout ce qui va être stress abiotique, les stress hydriques, mais aussi les stress thermiques, que l'on a vécu par exemple l'année dernière, dès juin, avec des températures très élevées qui ont créé des pertes de gousses et de graines. Donc finalement là on a peu de marge de manœuvre ici, on gère quand même assez bien la scokytose avec les dates de semis qui sont proposées. Ensuite, il y avait un deuxième levier qui est évoqué dans la bibliographie, qui est la profondeur de semis. Il est démontré que plus on va semer profond, et si on a des graines qui portaient de la contamination, celles-ci vont avoir une vigueur de levée moins importante que les graines saines, et donc ne vont pas réussir à atteindre, à lever finalement, à atteindre la surface du sol, et donc on n'aura pas une multiplication du pathogène. Bon, aujourd'hui, finalement, en termes de conseils aux producteurs, c'est déjà difficile. Notre conseil aujourd'hui, il est sur des semis, on est sur une grosse graine quand même, donc on est sur une profondeur de semis de 3 jusqu'à 5 cm. Et il faudrait semer en deçà pour avoir vraiment une vraie gestion de la scokytose. Donc c'est difficile aujourd'hui avec le matériel que l'on a d'aller chercher très profond aussi. Et puis, dès lors que l'on va rendre difficile la levée pour ces graines contaminées, elle le sera aussi un peu plus difficile pour les graines saines. Donc, c'est quand même malheureusement un risque supplémentaire. Donc aujourd'hui, ça, c'est un levier qui est difficilement mis en place. Et enfin, on a tout ce qui va être les moyens de lutte. Donc, traitement de semences ou lutte fongicide, pardon. Le traitement de semences, on a eu des évolutions récentes avec le retrait du Thiram, c'était au travers de la spécialité commerciale Vitavax, donc un retrait en début de cette année, au 20 janvier, qui n'a pas permis une utilisation de ce produit pour cette campagne. Et donc, on a mis en place en partenariat avec la FNAMS un réseau d'essais pour trouver de nouvelles molécules. Donc, vis-à-vis du retrait du Thiram, on avait 2 choix qui restaient encore possibles, qui étaient autorisés sur le pois chiche. On avait le Wakil XL, qu'on connaissait auparavant, historiquement, et on savait qu'on avait des problèmes de sélectivité dès lors qu'on utilisait du Wakil. Et puis on avait le Topsin,
qui étaient utilisables, que l'on avait testé en 2019 et qui montraient des bons résultats et qu'on a privilégié pour cette année 2020. Donc beaucoup de pois chiches qui ont été semés cette année l'ont été, dès lors qu'ils étaient traités avec un traitement de semences, l'ont été avec du top 5. L'acquisition de référence se poursuit pour déterminer la meilleure solution. Et on a la lutte fongicide. Donc finalement cette lutte fongicide, il faut la mettre en place dès les premiers symptômes, il faut être très réactif et malheureusement on a assez peu de produits. On se base sur deux substances actives ou familles, l'azoxystrobine avec le produit Amistar ou association de triazole avec le Prosaro. Ce qu'on peut noter aussi, c'est ma dernière phrase, c'est qu'on a d'autres produits qu'on espère demain pouvoir utiliser sur le pois chiche. Des dossiers d'homologation sont en cours. En agriculture biologique, on n'a pas de référence et il y a peu de produits que l'on connaît qui seraient susceptibles de fonctionner pour gérer la scokytose, autant en traitement de semences qu'en lutte de biocontrôle. Je passe très rapidement là-dessus aussi. Donc ça, c'est une synthèse de 8 essais que l'on a eu, donc avec sur 2 années, 2018 avec une pression moyenne et l'année dernière avec une pression assez faible. Ce que l'on peut voir finalement, c'est que la lutte fongicide a son intérêt, puisque dans notre traitement statistique, on a des produits qui nous permettent d'être statistiquement différents de notre témoin non traité, qui est la modalité la barre en rouge, le point en rouge, et puis qu'on a un avantage au Prosaro pour une même dose de 0,8 litres par hectare en positionnement unique à début floraison vis-à-vis de notre Amistar. Et notre Amistar, même avec ce premier passage en début floraison, même si on revient avec un Prosaro plus tard, donc ça c'est notre modalité bleue, et bien on n'arrive toujours pas à arriver à un résultat équivalent d'un premier Prosaro en traitement T1 en positionnement unique. Donc le conseil aujourd'hui, c'est privilégier le Prosaro comme traitement pivot de premier passage. Et enfin, c'est la dernière diapo que je voulais vous proposer, c'est l'enfouissement des résidus. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la conservation sur les résidus de culture, elle dure entre 8 et 20 mois. C'est un support de multiplication de la maladie, voilà, qui peut aussi induire cette variabilité du champignon, donc des recombinaisons génétiques qui permettent d'avoir d'autres races. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure vis-à-vis de la tolérance génétique. Donc attention avec cette conservation sur les résidus de culture. Aujourd'hui en France, c'est pas forcément un problème. C'est une grosse problématique pour les pays producteurs, les gros pays producteurs tels que le Canada ou l'Australie, où l'on a beaucoup de semis directs avec très peu de travail du sol. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement on avait un panel de leviers, mais que un à un, il n'était jamais suffisant, et c'est bien la combinaison de ces leviers qui nous permettent de gérer la scokytose au champ. Et enfin, comme vous le verrez au travers de la discussion qu'on va avoir juste après, on va avoir une nécessité de compléter nos connaissances. Et donc depuis le début de cette année, on a un projet qui vient de démarrer, un tout début 2020, qui s'appelle Ascolup, et qui va traiter justement des connaissances et des leviers de maîtrise de la scokytose du pois chiche. Donc c'est un projet CASDAR qui va durer 3 ans, qui porte sur 2 espèces, le lupin et le pois chiche. Je vais vous parler seulement du pois chiche, c'est un projet national où on retrouve 14 partenaires. Et donc on va avoir de l'acquisition de références, de la caractérisation, notamment par exemple la caractérisation des races qui sont présentes en France, pour pouvoir demain avoir une meilleure adéquation avec la génétique et potentiellement la tolérance vis-à-vis des races que l'on aura. La maîtrise et l'optimisation. Donc là, tout le travail du GVS pour avoir une meilleure méthode d'analyse sur graines rentre dans ce projet-là. Et puis, différents essais au champ, notamment sur l'écartement, la densité, qui pourraient jouer sur la maladie. Et enfin, il y a un dernier volet sur ce projet qui est plus sur l'accompagnement, plus sur une approche filière, comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut mieux partager nos connaissances pour avancer plus vite et créer une vraie dynamique de filière. Je vous remercie, j'en ai fini.
Et j'espère, j'ai cru voir qu'il y avait quand même quelques questions qui sont sorties. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de questions qui sont tombées. Merci, merci Quentin. Donc je vais déjà répondre à une auquel j'ai la réponse. Par rapport à la présentation, oui. Donc je vous confirme que vous aurez les slides accompagnés d'un questionnaire de satisfaction et d'un lien vers l'enregistrement pour revisualiser en replay ce webinaire. Je vais reprendre les questions un petit peu dans l'ordre. Quentin, si tu le veux bien. Il y avait une première question sur est-ce qu'il existe un traitement de semences en pois chiches? Alors oui, donc cette question elle a dû arriver peut-être avant cette slide-là que vous revoyez. Donc en mode de production conventionnel, on a bien un traitement de semences qui existe. Donc auparavant, on avait ce que je vous disais, le Vitavax, qui était à base de Thiram. Donc le retrait récent du Thiram a fait qu'on a dû abandonner ce produit-là. Et donc on a mis en place en partenariat avec la FNAMS 3 essais par an. Donc on a eu une première année en 2019, et puis cette année, ce même réseau d'essais est reconduit. Donc là, on a des essais qui sont mis en place pour trouver une solution très rapidement au Vitavax. Ça, c'était les objectifs de l'année dernière, c'est-à-dire ne pas avoir une année sans traitement de semences. Donc on a réussi avec le top 5, donc on a pu, grâce à ces 3 essais, dire que ce produit était bien sélectif avec le pois chiche, et puis qu'il avait une certaine efficacité de ce produit. Bien entendu, avec une année, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a remis en place cet essai, pour aussi intégrer potentiellement des nouveaux produits, et donc proposer peut-être des produits avec une visibilité dans le temps plus importante, pour pas qu'on soit tous les 2 ans avec malheureusement des retraits de molécules qui mettent la filière en danger. Merci Quentin. Autre question. Sait-on jusqu'à quelle distance les spores peuvent être transportés par le vent, avec une précision pour une parcelle application par exemple, quelle distance vis-à-vis des autres parcelles de production doit-on respecter? Alors, ça c'est une thématique que l'on va justement, je vous parlais tout à l'heure du projet Ascolup, c'est une thématique qui sera travaillée dans le projet Ascolup. Ce que l'on sait au travers de la bibliographie, c'est que ça peut se compter en kilomètres, malheureusement. Voilà. Ça nous vient plutôt de bibliographie d'Australie, par exemple, où on a quand même un parcellaire qui est complètement différent du parcellaire français, avec des parcelles qui sont très très grandes, assez peu de parcelles et des parcelles qui ont des superficies assez conséquentes, avec aussi peu d'acteurs, avec des producteurs qui sont sur des kilomètres et des kilomètres, sans qu'il n'y ait forcément de voisins. Et donc eux, ils ont une gestion, ce qu'on appelle au paddock, à la parcelle, et ils essayent finalement que 2 parcelles de pois chiches ne soient pas trop proches, pour que justement ces contaminations secondaires soient évitées. Nous, dans le projet, on va essayer de se concentrer sur des zones particulières, notamment des zones de production de semences, pour qu'on évite que de la production, par exemple, de consommation, soit trop proche d'autres parcelles de production de semences. Et ça, c'est la FNAMS, qui est un partenaire du projet, qui va s'occuper de cette thématique. Ok, merci. Une autre question relative aux analyses. Donc, dans quel laboratoire est-il possible de faire des analyses de taux d'infestation donc des semences de pois chiches, et existe-t-il des laboratoires officiels pour des analyses de graines? Alors oui, il y a le GVES. Au travers du GVES, il y a un catalogue de prestations où ils proposent cette analyse-là. Et après, il y a d'autres laboratoires. Alors malheureusement, je ne serai pas exhaustif. Je sais qu'il y en a un très localement par ici qui s'appelle Biovas. Mais après, il y a peut-être d'autres laboratoires qui proposent ce type de prestations, mais je suis pas sûr de tous les connaître. En tout cas, le GVES, là, qui est vraiment l'organisme reconnu, propose cette prestation. D'accord. Et chez nous, à Terra Innovia, au laboratoire d'Ardon, c'est pas une analyse que l'on fait. Aujourd'hui, c'est pas une analyse que l'on fait, mais à terme, potentiellement, ça pourra être des analyses que l'on proposera. Ok. Après, une autre question, c'est existe-t-il, toujours un petit peu dans le même thématique d'analyse, existe-t-il des normes, comme par exemple une quantité de sport maximale pour la vente de semences certifiées de pois chiches, et également par extension pour la réutilisation des semences de ferme? Alors,
il n'y a pas de règles contraignantes qui est inscrite notamment dans le cadre des semences certifiées, comme on peut retrouver sur d'autres cultures. Parce que, je vous le disais, le pois chiche est finalement une espèce quand même assez récente en termes de dynamisme. Voilà, c'est un retour. Les semenciers sont retournés finalement, ont réouvert des dossiers qu'ils avaient pu ouvrir dans les années 90, dans les années 80. C'était un peu tombé aux oubliettes. Bon, il y a eu ce retour finalement de dynamisme de la filière et c'est tant mieux. Donc il y a eu un besoin de se réorganiser au sein des grands organismes, avec notamment, donc je vous remets la diapo, notamment au sein du CTPS. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de contraignant pour les semenciers. Par contre, les semenciers ont voulu prendre les devants et se sont organisés entre eux au sein du GNIS, du groupement national interprofessionnel des semenciers. Ils se sont réunis et depuis 3 ans, ils ont créé un cahier des charges qui permettent finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, d'observer très tôt dans le cycle des foyers d'ascophytose et de les déclasser dès lors que l'on a par exemple des analyses qui ressortent avec un seuil supérieur. Aujourd'hui, le seuil, il est autour des 3 pour 1000. Voilà. Mais il n'y a rien d'officiel et c'est les semenciers français. Donc aujourd'hui, quasiment tous les semenciers, tous les producteurs, oui, tous les semenciers français qui proposent des variétés de pois chiches sont dans ce groupe de travail-là et ont écrit un cahier des charges qui est toujours finalement, puisque ça ne fait que 3 ans, donc il n'y a que 3 campagnes de recul, donc la manière de noter l'ascophytose évolue toujours, mais il y a un gros travail entrepris par les semenciers français là-dessus. Donc en effet, il y a bien des déclassements qui sont réalisés par les semenciers et qui sont rendus obligatoires, mais c'est une volonté de leur part. Ok, il me reste encore 5 questions, il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'on a des pistes à tester en biocontrôle sur la culture du pois chiche? Malheureusement, là encore, comme je vous le disais dans une des diapos, non, on n'a pas grand-chose aujourd'hui en termes de pour les producteurs conventionnels, voire pour les producteurs en mode de production biologique. On n'a pas aujourd'hui de biocontrôle qu'on a pu identifier, ou alors de structures, de firmes qui sont venues vers nous en nous disant voilà, j'ai tel produit, je pense qu'il pourrait bien se comporter vis-à-vis de l'ascophytose du pois chiche. Aujourd'hui, nous on n'a rien identifié et peu de personnes sont venues nous voir, donc on n'a pas de thématique de travail là-dessus malheureusement. Ok. Et as-tu quelques connaissances sur les risques de la production de pois chiche dans la région des Hauts-de-France? Alors, on a eu 2 essais variétals une année qui ont été positionnés en Hauts-de-France. Et il y a quelques structures qui se lancent. On a des échos de structures qui se sont lancées dans la collecte de pois chiches. Comment dire? Il n'y a pas de contre-indication voilà, complète. Le risque ascophytose, très clairement, il est présent. Parce que vous l'avez vu, plus on aura des conditions humides et plus on aura des risques d'avoir de la maladie. Et après, il y a un deuxième risque. Il faut savoir que le pois chiche est une culture indéterminée. Et donc, si on n'a pas des stress en fin de cycle qui engendrent une sénescence assez rapide, il va continuer à fleurir, il va continuer à faire des gousses. Et donc on sera en incapacité finalement de le récolter parce qu'on aura une biomasse verte qui peut être importante et qui peut gêner la récolte. Ok. Une question, je pense un petit peu corollaire, c'est est-ce que par rapport à la semence de pois chiche, est-ce qu'elle pourrit facilement en terre si les conditions de levée ne sont pas optimales et que la levée tarde? Et par extension, en combien de temps en moyenne? Alors, ça, ce delta, il peut être assez large en pois chiche. C'est quand même une culture qui peut rester dans le sol assez longtemps. Et souvent, on l'observe
dès lors qu'on a des semis assez précoces, notamment dans le sud-ouest, hein, je vais prendre des exemples que je connais, dès lors qu'on a des implantations un peu dans le froid, en février, on a une culture qui peut lever sur un mois. Et cette année, par exemple, on a eu beaucoup de pluie, et puis après beaucoup de sec là cette année, donc on a eu des semis plutôt tardifs. Et là, par contre, en une semaine, le pois chiche peut être levé. Il n'y a pas de contre-indication, c'est pas parce que notre pois chiche va mettre du temps à lever, par exemple, dans des conditions où il sera implanté assez tôt, en février par exemple, dès lors qu'il n'y a pas trop d'humidité, dès lors que le sol est bien drainant, qu'on n'a pas d'hydromorphie, ça pose pas de souci. Voilà. Le pois chiche est une légumineuse à graines et comme beaucoup de légumineuses à graines, hein, il déteste avoir les pieds dans l'eau. Donc voilà, il n'y a pas forcément de contre-indication. Ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est comme beaucoup de cultures, hein, plus ça lève vite et mieux c'est. Ouais. Importance de la réussite de l'implantation. Ah, c'est capital. Hein. Voilà. Et j'ai une dernière question pour savoir s'il existe une bactérie capable d'éliminer donc le champignon qui est conservé dans le sol, comme par exemple le contens pour les sclérotes. Aujourd'hui, on n'a pas identifié ce type. Ça rejoint un petit peu les biocontrôles quand même. Hein, on n'a pas identifié ce type de produit. Et là encore, ça pourrait nous éviter le mode de conservation sur les résidus de culture. Mais sur graines, on serait toujours embêté, ou alors il faudra avoir ce même produit qui soit en traitement de semences, par exemple biologique, et qui viendrait baisser toute la partie infectieuse sur graines, quoi. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de produits là-dessus, et à travers le monde, il n'y en a pas non plus. Voilà. C'est quand je vous dis qu'on n'a pas identifié, c'est bien entendu, hein, c'est tout ça, c'est une analyse bibliographique. Le pois chiche, hein, en France, c'est une toute petite culture, mais dans d'autres pays à travers le monde, c'est une culture très très présente dans certains pays. Donc l'Inde, qui est le premier producteur, le premier consommateur de pois chiche, mais après des pays qui sont exportateurs, comme le Canada, les États-Unis ou l'Australie. Merci Quentin. Je ne sais pas s'il y a éventuellement une dernière question qui vous brûle le bout des doigts. Sinon, on va pouvoir clôturer dans les temps ce webinaire fort intéressant sur la scokytose du pois chiche. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper une dernière question peut-être. Pour vous signaler les prochains rendez-vous des jeudis de TI. Donc les trois prochains webinaires. Donc le prochain c'est sur comment gérer le risque mildiou du tournesol. Donc le 30 avril. Ensuite le suivant le 14 mai sur l'attractivité du tournesol pour l'abeille domestique et potentiel millifère. Quelle est l'importance de la génétique? Et fin mai, donc le 28 exactement, un webinaire sur l'implantation du colza, réussir son implantation pour obtenir un colza robuste. Voilà. Merci déjà pour vos remerciements par la fenêtre de chat. Ça fait très plaisir si ça vous a intéressé. Donc je le redis à nouveau, vous allez recevoir prochainement par mail les slides de la présentation de Quentin ainsi que le lien vers le replay de la chaîne YouTube et un questionnaire de satisfaction en ligne. Donc si vous pouvez le compléter, ça nous aidera beaucoup. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter une bonne fin de journée. Alors merci aussi. Quand envoyez-vous les slides? J'espère pouvoir le faire avant la fin de la semaine. Voilà. Pouvoir comme ça vous aurez tout avant la fin de la semaine. Peut-être ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps pour le lien YouTube qui sera je pense début de semaine prochaine. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Quentin pour ta très belle présentation et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci pour votre présence. Très bon après-midi. Au revoir à tous. Au revoir.